Charlevoix est une région qui a toujours attiré les artistes. Elle le fait encore aujourd'hui. Et en fait, les impressionnistes sont allés dans Charlevoix. Charlevoix a toujours été un lieu de rencontre qui permettait à des artistes un peu de voir des paysages qui n'avaient pas été changés par l'urbanisation, qui leur permettaient de voir des gens qui évoluaient dans un contexte qu'on associait à la vie traditionnelle québécoise, qui n'avait pas été encore touché par la modernisation, par les nouveaux modes de transport. Donc, il y avait quelque chose d'assez pittoresque qui attirait. Et à partir des années 30, surtout avec la crise, la grande crise, le contexte va changer un peu parce que les artistes qui vont se déplacer dans Charlevoix sont toujours autant intéressés par cette dimension-là de paysage pittoresque qu'on trouve, par exemple, chez Clarence Gagnon ou chez d'autres artistes québécois. Mais il y a aussi une dimension ethnologique, d'intérêt pour ces traditions populaires qui sont en train de disparaître, qui va vraiment canaliser l'attention des artistes dans Charlevoix. Ce à quoi on assiste, c'est qu'il y a un véritable réseau qui se met en place autour de cette région-là. Les gens y vont pour les vacances. Il y en a qui vont y aller pendant l'hiver. C'est le cas de Jory Smith. Donc, ils essaient de s'intégrer dans le milieu de vie, dans les traditions, de s'intégrer avec les habitants de la région de Charlevoix qui vivent quand même dans des conditions difficiles, avec l'idée que ça leur permet un peu de se détacher des conventions artistiques parce que ce qu'ils vont retrouver là, c'est quelque chose qui est profondément différent de ce qu'on retrouve dans un milieu urbain. Et donc, c'est une forme de renouveau du sujet pour l'art moderne parce que ce sont des artistes, la plupart, qui sont des personnes qui ont été formées, qui ont un style qui se veut moderne, qui assument les nouveautés de l'art moderne européen aussi, qui se réfèrent à l'art d'avant-garde, mais qui continuent de travailler sur des sujets paysans, ruraux, avec cette idée qu'il y a comme quelque chose dans le primitivisme qui permet aussi de renouveler le vocabulaire de l'art moderne et pas seulement le côté urbain, qui est souvent associé à la modernité, mais qu'on peut aussi, à travers des sujets plus habituels, plus traditionnels, toucher quelque chose de cette modernité stylistique. Donc, c'est vraiment ce qui va canaliser l'intérêt de la plupart des artistes qui vont se retrouver dans Charlevoix. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que ce réseau-là est constitué de gens de Montréal, de gens de Québec et de gens de la région de Charlevoix aussi, et qu'il y a quand même un nombre important de femmes qui vont avoir, dont l'art va avoir une répercussion dans l'histoire de l'art du Québec. Je pense à 3 cas particulièrement qui se connaissent, qui se fréquentent plus ou moins, mais qui sont vraiment dans un réseau qui est assez tissé serré. Je pense à Simone Marie Bouchard, qui est une artiste qualifiée de naïve, en fait, dans la plupart des historiens d'art, qui est native de la région de Baie-Saint-Paul, qui est issue d'une grande famille dont les parents sont des artisans. Toute la tradition artisanale, c'est quelque chose de très important dans leur famille. Ils habitent dans un moulin un peu à l'extérieur de la ville de Baie-Saint-Paul. Et donc, cet endroit-là va devenir un lieu où vont se rassembler des intellectuels et où des artistes vont avoir envie d'aller voir ce que font ces artisans-là parce que ça les intéresse avec tout l'intérêt qu'ils ont pour les traditions populaires. Ce qui fait que les sœurs Bouchard sont en contact avec des artistes de Montréal, de Québec. Et ça ne va pas nécessairement changer leur façon de travailler, mais ça crée ce réseau-là où il y a clairement une inter-inspiration, en fait, entre les artistes qui arrivent de la ville et qui viennent dans Charlevoix et l'image aussi que Simone Marie Bouchard va projeter d'elle-même dans le réseau. Et elle intègre elle-même en tant qu'artiste naïve le grand réseau des artistes montréalais parce qu'elle va exposer abondamment, elle va gagner des prix. Elle a une carrière assez intéressante avant de mourir prématurément à 33 ans. Donc, c'est vraiment une étoile filante dans ce milieu-là, mais avec une carrière puis une production artistique qui est complètement hors du commun. Dans ce réseau-là aussi, on retrouve Jory Smith, qui est une artiste du milieu montréalais, qui va étudier à l'Art Association of Montreal, ensuite à l'École des beaux-arts de Montréal, qui se marie avec Jean Palardy, qui est un historien, un documentariste, un artiste aussi, quelqu'un qui s'intéresse vraiment aux traditions populaires. Lui et elle vont passer beaucoup de temps dans Charlevoix. Je pense même qu'ils vont acheter une propriété à Petite-Rivière-Saint-François, mais ils vont s'installer pendant quelques hivers chez les habitants avec l'idée de vraiment s'imprégner de ces traditions populaires. Et Jory Smith va peindre beaucoup de portraits d'enfants
et de femmes charlevoisiennes. Ce qui est fascinant dans son travail, qu'on pourrait un peu lier avec le travail des femmes de Beaverhall, c'est que les femmes ne sont pas en train de poser, elles sont dans leur milieu de vie, elles posent pas, elles n'ont pas de sourire, elles sont souvent pensives, un peu mélancoliques. Les enfants sont généralement, ont l'air un peu malades et mélancoliques aussi, donc elle a ce souci, pas nécessairement d'une forme de traduire quelque chose de misérabiliste, mais de traduire les difficultés que peuvent vivre les gens de Charlevoix à différents moments. Donc, et tout ça dans un style qui est complètement moderne. Et la dernière figure qui est vraiment intéressante, c'est Madeleine Laliberté, qui, elle, naît dans les Bois-Francs, va étudier à Québec avec Jean-Paul Lemieux, et qui est aussi dans le cercle de Joris Smith et Jean Palardy, avec Lemieux aussi, parce que Lemieux est aussi un personnage important de la région de Charlevoix, installé à l'île aux Coudres. Les gens vont beaucoup chez lui, tournent autour de lui. Et donc, Madeleine Laliberté a une formation un peu différente et elle va aller aux États-Unis étudier à New York et ensuite, par exemple, elle va aller étudier au Mexique aussi. Et son rapport au primitivisme est très fort et elle va développer un style qui se rapproche de celui de Joris Smith et qui s'intéresse aux mêmes thématiques que celui de Simone-Marie Bouchard. Donc, on voit la liaison autour de la région de Charlevoix. Et à partir de la fin des années 40, quand elle revient du Mexique, elle a un style profondément différent qui, selon moi, annonce, avant même que Jean-Paul Lemieux le fasse, le style emblématique de Lemieux avec les figures schématiques, les grands panoramas. J'ai de plus en plus la conviction, en fait, que c'est ce qu'elle a appris de son séjour à New York et au Mexique qui a été une courroie de transmission pour faire évoluer le style de Jean-Paul Lemieux aussi à un certain moment de sa carrière. Donc, c'est un rôle qu'elle a joué qui reste à explorer. C'est encore hypothétique. J'ai encore besoin d'avoir des preuves plus tangibles. Mais tout ça se produit à un moment où Jean-Paul Lemieux arrête de... en fait, est en mode exploratoire et peint moins publiquement. Donc, il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là autour de ce réseau. Et ils sont fascinants parce qu'ils sont tellement intéressés par tout ce qui est tradition populaire aussi qu'ils vont écrire là-dessus. Jean Palardy va faire un documentaire pour l'ONF aussi sur les traites populaires de la région de Charlevoix. Et puis, une des premières œuvres qu'on voit, c'est celle de Simone-Marie Bouchard dans son documentaire. Donc, il y a non seulement une volonté de s'intégrer, mais une volonté de rayonnement aussi et de diffusion parce que ils veulent faire connaître cet art-là qui leur semble sur le point de tout simplement disparaître ou un mode de vie qui est trop en transformation et dont on doit garder une trace.